Bonjour à tous. Encore un petit peu d'énergie. Ravi de vous retrouver après notre première introduction mardi. Si j'ai bien compris, vous avez eu les journées et les nuits pour travailler. Donc voilà, il y en a qui bâillent. Courage. Encore quelques minutes, dizaines de minutes à passer ensemble et j'espère vous tenir tous éveillés. Donc j'ai de la chance parce que si j'avais dû faire comme vous une présentation sans les supports, ça aurait été difficile. Donc un grand bravo aux 5 équipes qui viennent de présenter sans support. C'est toujours une prouesse quand la technique ne suit pas. Et ça arrive malheureusement encore aujourd'hui. Donc on a encore de la créativité, de l'imagination à mettre dans les technologies pour que ça ne nous arrive plus. Voilà, bientôt il sera simple d'être connecté, il sera simple d'avoir sa présentation. Mais on a encore quelques progrès à faire et c'est pour ça qu'on a besoin de réfléchir et de réfléchir à 2030. J'ai plein de remarques par rapport à ce qui vient d'être présenté, mais je n'ai pas le droit de les faire, sinon je vais passer 1 heure à rebondir sur vos présentations. Je le ferai un petit peu tout à l'heure en remettant les prix. Et en tout cas, bravo pour votre... Il y a beaucoup de réflexions, il y a beaucoup de choses qui s'appuient sur des grandes tendances. Il y a des projets assez visionnaires, et je vous parlerai d'un projet chez Coca-Cola qui ressemble à un des projets qui a été présenté. Voilà, donc bravo. J'ai pris un angle un petit peu différent. Je n'ai pas pris complètement l'angle de la mondialisation pour vous parler, pour clôturer cette semaine. J'ai pris l'angle de la créativité et de l'imagination. Voilà, bien sûr, quand on parle de Coca-Cola, alors je vais essayer moi de m'en sortir avec la technique et de pas tout screwed. Voilà, c'est bon. Quand on parle de Coca-Cola et quand vous êtes sur une thématique comme la mondialisation, c'est, j'ai presque envie de dire, une évidence. Puisque vous le savez, Coca-Cola est la première marque mondiale depuis maintenant de nombreuses années. La capitalisation, la valeur de la marque Coca-Cola, elle toute seule, c'est quasiment 78 milliards de dollars. Donc, on l'a dit, c'est une marque mondiale, c'est une grande marque et c'est évident que ça nous amène au niveau de l'entreprise, comme on l'a dit mardi, à réfléchir de manière globale. Quand on est global, mais on a aussi des fans. Donc, Coca-Cola est la marque qui a le plus grand nombre de fans. On est aujourd'hui à 50 millions de fans sur Facebook pour la marque Coca-Cola. Et on est en France à 3 millions de fans, ce qui est absolument énorme. Alors, on va le voir, c'est une énorme chance, c'est un énorme capital. Et puis, il faut le gérer parce que ça peut devenir un énorme détracteur. Des choses que vous savez peut-être moins, surtout pour ceux qui sont français et qui connaissent surtout Coca-Cola en France. Au niveau global, Coca-Cola, on l'a dit, est présent dans plus de 200 pays. Il y a 500 marques au global chez Coca-Cola. Il y a plus de 3500 produits. Et chaque jour, il y a 1,8 million de consommation de Coca-Cola dans le monde, de milliards de consommations, pardon, dans le monde. Notre mission, elle est mondiale. C'est rafraîchir le monde, mais pas n'importe comment. Rafraîchir le monde en apportant de l'optimisme et des moments d'optimisme. Alors, si on parle de créativité et d'imagination, on parle de l'histoire de Coca-Cola. Ça fait 126 ans que cette marque existe. Et depuis l'origine, il y a eu des gens géniaux, il y a eu des gens qui ont fait preuve de créativité, il y a eu des gens qui ont fait preuve d'imagination. Le premier, c'est celui qui a créé la boisson, le docteur Pemberton, qui a créé cette boisson dans une pharmacie à Atlanta. Voilà, donc à l'origine, Coca-Cola, c'est plutôt une boisson médicinale qui était créée dans une pharmacie. Donc ce génial monsieur Pemberton, il était content, il avait développé sa boisson, mais ce n'est pas lui qui a pensé à la vendre. Il y a un autre type assez génial qui s'appelle Candler, qui un jour lui a dit « Mais moi, je pourrais, plutôt qu'il faille venir à la pharmacie, moi je pourrais aller l'amener chez les gens. » Mais M. Pemberton lui a dit « Oui, si vous voulez », mais il n'a pas du tout pensé ce jour-là qu'il était en train de céder pour $1 symbolique un trésor. Et le système qui a été mis en place à ce moment-là, qui est un système en fait de distributeur, c'est le système qui existe toujours aujourd'hui, puisque au niveau de la compagnie, de Coca-Cola,
dans tous les pays, nous travaillons avec des embouteilleurs, c'est-à-dire des entreprises qui distribuent la marque. Voilà, donc celui qui, le premier, allait vendre Coca-Cola, il a inventé un système qui vit encore aujourd'hui. L'autre type assez génial, c'est celui, et c'était un comptable, comme quoi ça mène à tout. Je suis désolée, j'ai une culture marketing. C'est celui qui a inventé la typographie. Voilà, c'est le comptable qui a dit, mais en fait, comment on va l'appeler et puis comment on va le mettre sur nos étiquettes, etc. Donc, il a inventé la typographie et c'est toujours la même. Et le dernier génie, c'est Monsieur Samuelson. Et c'est celui qui a dessiné la bouteille. Alors, je vais vous montrer un petit peu, lui aussi, il est assez génial, parce que c'est toujours la même forme, en tout cas, elle a un peu évolué, mais il a été assez génial, et lui, il travaillait dans la société La Verrerie, qui, à l'époque, faisait les bouteilles de Coca-Cola. Donc, vous avez ici toute l'histoire de la bouteille, parce qu'au départ, ce n'était pas du tout une bouteille faite pour être industrialisée, donc c'était la toute première bouteille que vous voyez à gauche, et puis petit à petit, ils l'ont fait évoluer, parce qu'il a fallu un moment qu'elle passe sur des lignes d'embouteillage. Et donc, petit à petit, la bouteille a évolué, et avec un brief qui était très clair, il fallait qu'elle puisse se reconnaître dans le noir. Donc, la bouteille devait pouvoir s'être reconnue dans le noir. On a fait l'année dernière, pour les 125 ans, un espace à Paris, et on avait fait le jeu, c'est-à-dire qu'on avait mis 4 bouteilles, dont la forme Coca-Cola, dans des espèces de récipients où les gens ne voyaient pas et ils devaient deviner quelle était la bouteille de Coca-Cola. Ça marche très bien, c'est-à-dire on reconnaît la bouteille de Coca-Cola même dans le noir. Voilà, donc des génies de la créativité, de l'imagination, il y en a depuis le premier jour. Et ce qui est assez extraordinaire, c'est de voir que 126 ans après, on travaille avec des choses qui ont été inventées par ces gens-là. Donc toutes les idées que vous avez, et j'y reviendrai tout à l'heure lors de la remise des prix, dites-vous que ça a de la pérennité, ça a de l'histoire, et c'est pas pour un petit moment. Alors quand on reprend l'entreprise après, quand on arrive comme ça, il y a toujours quelque chose chez Coca-Cola, c'est qu'est-ce qu'on va bien pouvoir inventer. Alors on continue à inventer des choses dans les bouteilles, on essaye de faire preuve nous aussi de créativité, d'imagination. Toute l'histoire, et c'est intéressant parce qu'en fait, dans toutes les grandes entreprises, vous allez retrouver la même histoire. Comment est-ce qu'on adapte nos stratégies, nos produits, nos offres aux nouvelles évolutions et aux nouveaux enjeux de société? Il y a très clairement aujourd'hui dans le packaging une priorité qui est d'alléger le poids des bouteilles, qui est de les faire de plus en plus à partir de matières recyclables ou à partir de matières d'origine végétale. Donc vous voyez à gauche ce qu'on appelle la plant bottle, qui est de faire désormais des bouteilles qui sont issues de matières végétales et non pas du pétrole. Donc on est très clairement inscrit là-dedans. C'est une bouteille que nous avons lancée partout dans le monde. C'est une bouteille que nous avons lancée en France. C'est clair qu'aujourd'hui, tous nos efforts, toute notre créativité, toute notre imagination est mise au service de comment nous rendons nos packaging beaucoup plus compatibles avec les enjeux environnementaux que nous avons. Et puis après, il y a aussi des nouveaux packaging. Donc on a inventé un nouveau packaging, on a inventé la bouteille aluminium. Il y avait des canettes en aluminium. Aujourd'hui, on a inventé la bouteille en aluminium. Mais on a encore plein de choses à inventer parce qu'on ne sait pas la produire à des coûts satisfaisants. Donc on est obligé de la vendre cher. Et donc on ne peut pas en faire une offre de masse pour notre produit. Je suis convaincue que dans 10 ans, je ne sais pas si ça aura remplacé la canette, mais c'est évident que ce sera un des packaging majeurs dans le monde pour la marque Coca-Cola. Voilà, donc il faut qu'on continue à se projeter, il faut qu'on continue à inventer, il faut qu'on continue à faire preuve. J'ai des équipes extraordinaires qui ne manquent pas d'idées sur comment créer, avec des designers, des bouteilles et de faire vivre la magie de la marque. 126 ans de créativité et d'imagination, bien entendu, c'est toute l'histoire publicitaire de Coca-Cola. Mais là aussi, c'est intéressant parce qu'en fait, je vous ai mis... C'est très étonnant. Une chose qui m'a marquée quand je suis arrivée dans cette entreprise, je venais à l'époque du groupe Danone et je me disais, mais comment ça marche Coca-Cola? Comment est-ce que cette marque arrive à faire de la croissance?
alors que on a toujours connu Coca-Cola, c'est le même produit, c'est la même marque, c'est rouge, etc. Ben, il y a une chose extra. Et alors, j'ai regardé tout l'historique publicitaire de la marque, et là, c'était déprimant parce qu'on dit la même chose depuis 125 ans. Donc, les premières publicités, vous en avez là, c'était de dire c'est une boisson rafraîchissante et énergisante pour tous. Ben, aujourd'hui, on dit la même chose. C'est une boisson rafraîchissante et énergisante pour tous. Donc, il y a une espèce de continuité extraordinaire. Et je pense que c'est la force de la marque, c'est ce que recherchent toutes les marques dans vos cours de marketing, dans vos stages, vous avez certainement vu ça. Comment est-ce qu'on fait pour avoir une marque qui dit quelque chose suffisamment fort, suffisamment solide, et on gagne à partir du moment où on arrive à construire toujours sur la même histoire. Le malheur des marques, c'est celles qui réinventent en permanence, non pas l'expression de ce qu'elles sont, mais ce qu'elles sont. Voilà, donc vraiment la créativité, l'imagination, il faut aussi la mettre au bon endroit. C'est pas en changeant le positionnement d'une marque tous les ans, en étant créatif et imaginatif, que l'on va gagner. On va gagner en ayant une marque qui soit claire, on sait ce que ça offre, on sait ce que ça présente. Par contre, la création, l'imagination, elle est au service de mettre ça au service des enjeux, comme je le disais, du moment, et puis d'apporter de la nouveauté, de surprendre. Le Père Noël, Coca-Cola n'a pas inventé le Père Noël, au risque de vous décevoir. Par contre, ce qui est vrai, c'est que, en fait, c'est là aussi un type génial qui a décidé un jour de s'emparer de Santa Claus. Santa Claus est un personnage plutôt vert, plutôt austère, et il a décidé de s'en emparer pour en faire un personnage publicitaire de Coca-Cola. Et du coup, il l'a habillé en rouge, et c'est lui qui lui a donné cet air jovial, cette espèce de grand sourire de ce bonhomme aussi sympathique, alors que Santa Claus n'était pas particulièrement sympathique. Donc la vraie histoire, c'est que c'est en effet monsieur, alors j'ai plus son nom, peu importe, qui a redessiné en fait l'image de Coca-Cola, et nous avons été évidemment les premiers à utiliser cette image et à la faire vivre en publicité, et c'est comme ça que le Père Noël est devenu un personnage aussi célèbre, sympathique et apprécié des familles et des enfants. Voilà, donc c'est ça l'histoire de Coca-Cola et du Père Noël. Et ce qui est absolument magique, c'est qu'aujourd'hui, vous l'avez probablement vu, le Père Noël reste un personnage mythique pour nous. On le fait vivre chaque année au moment de Noël. Et sachez que le mois de décembre est quasiment le plus gros mois de vente pour nous, chez Coca-Cola. C'est pas le mois de juillet, c'est entre autres le mois de décembre. Voilà, donc c'est intéressant. Et puis, il y a eu des icônes publicitaires absolument merveilleuses, comme les ours polaires. Mais attendez, il faut que je vous montre quelque chose. Voilà, et donc les ours polaires sont de retour. Donc voilà ce que vous allez trouver dans vos magasins. On a décidé de les faire revivre. Peut-être certains d'entre vous ont commencé à le voir parce que nous venons de lancer une publicité sur les ours polaires, et nous avons lancé sur Internet pour les geekers et les geeks un petit peu un teasing qui est déjà au niveau européen à 700 000 vues en 4 jours. Voilà, donc les ours polaires, c'est une icône, ça date depuis très longtemps et ça marche. Je vais vous montrer un certain nombre d'exemples. Je vais essayer de vous illustrer ce que peut apporter la création, l'imagination, la créativité. Vous savez que chez Coca-Cola, nous sommes associés aux plus grands événements sportifs. Le sport fait partie de l'ADN de la marque pour plein de raisons. Mais quand vous réfléchissez, par exemple, j'ai pris l'exemple des Jeux Olympiques. Les Jeux Olympiques, ils reviennent tous les 4 ans. Et tous les 4 ans, c'est une très très grosse opération puisque c'est quasiment ça touche l'ensemble des pays du monde. Donc imaginez-vous, vous êtes chez Coca-Cola, on vous dit, tiens, tu es responsable du projet olympique à Londres en 2012. Oui, mais les Olympiques, ça fait juste... qu'est-ce que je peux inventer? Comment je peux inventer quelque chose alors qu'on a déjà fait? Et puis, c'est l'escalade de la violence. Vous savez, chacun fait mieux que le précédent. Donc, les Jeux Olympiques à Pékin, hormis quelques petits soucis que vous pouvez facilement imaginer un petit peu qui ont trait à la politique, les Jeux Olympiques à Pékin étaient absolument phénoménaux. Donc, qu'est-ce que je fais quand on me dit « tu es responsable des Jeux Olympiques à Londres ?»
Eh ben, il faut faire marcher son imagination et sa créativité, et puis il faut aller chercher ce que vous avez fait. C'est-à-dire, qu'est-ce qui fait qu'il y a quelque chose d'unique à Londres pour les Jeux Olympiques? Qu'est-ce qui fait que Londres est unique? Donc, ce que vous avez fait cette semaine, voilà exactement le type de réflexion sur lesquelles auxquelles vous pouvez être exposé dans un contexte professionnel. Et alors, il y a des gens très, très malins qui ont fait une approche en disant « Nous, Coca-Cola, on veut toucher les jeunes. Londres, ça tombe bien, c'est une ville des jeunes, c'est une ville de jeunes. Donc, en effet, on va positionner les Jeux Olympiques de Londres sur les jeunes. » La deuxième chose, les Jeux Olympiques, c'est du sport. Vous l'avez mentionné, certains, on en a parlé, je crois, aussi mardi. Il y a aujourd'hui des problèmes de sédentarité avec l'urbanisation. Ben nous, notre engagement, ça va être de faire bouger les jeunes. Donc, on va faire bouger les jeunes. Comment on va faire bouger les jeunes? Il y a une autre dimension, un autre territoire qui nous tient à cœur chez Coca-Cola, c'est la musique. Et du coup, à partir du moment où il y avait ces trois ingrédients, ben ça y est, l'idée, elle était trouvée. L'idée, elle était de dire, on va faire des Jeux Olympiques de Londres, les Jeux Olympiques de la jeunesse, pour les faire bouger en les entraînant avec la musique. Et ça a donné lieu à cette idée absolument géniale, qui est entrée dans le rythme de Londres 2012. Donc voilà, il y avait l'idée, ça y est, l'idée de création, elle était là, Move to the Beat of London. Une fois qu'on a ça, je peux vous dire que le travail des gens de marketing, il est hyper simple, mais vraiment hyper simple. Une fois qu'on a une idée aussi géniale, c'est très simple. Donc voilà l'idée. L'idée, c'était de dire, on est parti sur des insights des jeunes. On s'est dit qu'on allait faire des Jeux Olympiques qui vraiment célèbrent la partie sociale, rassemblement, universalité de l'événement. Et puis, on allait s'appuyer sur la musique et sur le sport. Et à partir de ce moment-là, on a demandé à un artiste, un DJ, de créer ce qui devait être l'hymne des Jeux Olympiques. Et lui, il a pris le brief, il a dit « jeunes, musique, passion, faire bouger ». Et il a créé toute une campagne autour du bruit des bruits du sport. Donc il s'est dit, la musique, je ne peux pas créer n'importe quelle musique, je vais créer une musique à partir des bruits du sport. Et il est parti des balles de ping-pong, il est parti du bruit des athlètes, il est parti du bruit des efforts, et il a pris comme ça 4 athlètes, il a enregistré leur son, et à partir de là, et le rythme de leur la table de ping-pong, boum, 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 boum. Voilà, il est parti de ça et il a créé la musique et ça a donné lieu à la communication que je vais vous montrer. Si j'y arrive. Je crains que ce soit help. J'ai perdu mon meilleur support. Non, voilà mon meilleur support. Je suis désolée parce qu'il faut que je trouve directement. C'est pas celle-là, c'est pas celle-là. Je ne sais pas où elle était sur. Non, c'est celle qui est sur Internet. Bon, on ne va pas rester sur la technique. On va revenir à la presse. Oui. Et en la remettant en plein écran.
J'arriverai à vous la montrer un petit peu plus tard. Mais en tout cas, voilà pourquoi l'imagination, voilà pourquoi la créativité, c'est aussi important. Il faut à chaque fois réinventer une nouvelle histoire et partir des spécificités. Par exemple, dans le cas des événements sportifs, des pays, c'était intéressant. Il y avait l'Afrique du Sud. Quand on a fait aussi l'Afrique du Sud, la Coupe du Monde en Afrique du Sud, ça a été quelque chose d'extraordinaire autour de la danse, de la célébration, et qui s'appuyait exactement sur ce qu'étaient les spécificités de ce pays et leur manière de célébrer. Alors, la deuxième chose, c'est... voilà. Alors maintenant, il y a beaucoup de choses qui bougent, il y a beaucoup de choses qui nous amènent à nous réinventer. Je vous l'avais dit mardi, on passe notre temps à se réinventer. C'est que comme ça qu'on peut qu'on peut gagner et qu'on peut intéresser nos consommateurs. Vous le savez, le mode de relation aux marques et aux consommateurs évolue extrêmement vite et ça s'accélère. Donc, je voulais juste là vous donner quelques éléments. Entre 2000 et 2007, on a un peu découvert le digital et on s'est dit, oulala, il faut qu'on y aille, il faut y être. Alors, on a fait comme tout le monde, on a créé des sites de marques, il y a le site Coca-Cola, il y a le site Fanta, il y a le site Sprite. On a tous créé des sites et puis on a tout fait pour que les consommateurs viennent sur nos sites pour qu'ils entendent notre bonne parole et puis qu'on puisse leur donner toutes les informations qu'on voulait leur donner. Et ça marchait bien, ça marchait très très bien. On a réussi à générer une proximité tout à coup avec les consommateurs qui dépassait celle des médias traditionnels. Et puis en 2007, je me souviens très bien de ces réflexions, on s'est dit mais il y a quelque chose qui ne va pas parce qu'aujourd'hui les sites explosent et le consommateur il réfléchit pas du tout comme ça. Quand il va chercher de la musique, il commence pas par aller sur le site Coca-Cola. Quand il va chercher de la musique, il commence par aller à l'époque sur YouTube ou ou iTunes ou je ne sais quoi. Donc on s'est dit il faut qu'on fasse le contraire, il faut qu'on aille chercher le consommateur, le toucher là où il est. Donc, quand il veut s'informer ou quand il cherche une information sur le sport, il est où ? Nous, il faut qu'on soit là si on veut lui parler de la Coupe du Monde, si on veut lui parler des Jeux Olympiques. Donc, c'est ce qu'on a appelé « Fish where the fishes are ». C'est-à-dire, c'est pas « venez à moi », c'est « je viens à vous ». Mais ça ne suffit pas, parce qu'en fait, ce qui s'est passé, c'est que aujourd'hui, ce qui fait réellement la différence pour les marques, c'est le contenu. C'est le contenu. Et le contenu, après, une fois que vous avez un contenu, ce sont les consommateurs, ce sont les jeunes qui s'en emparent et qui le diffusent. Donc on est en train de changer complètement de modèle parce que l'idée, c'est quels sont les contenus, comment est-ce qu'on le met à disposition de notre cible et après comment ils s'en emparent. Donc nous, on contrôle plus rien. En fait, on met du contenu et après, il part. Donc c'est un modèle qu'on a commencé à mettre en place l'année dernière et qui s'appelle Liquid and Linked. C'est le nouveau modèle de comment on communique, comment on interagit avec nos consommateurs. Pareil, c'est une vidéo que je devrais... Ah, la technique est là. Elle est de retour. Est-ce que... Je vais quand même essayer de vous les montrer. La vidéo qui présente Liquid and Linked, elle est un tout petit peu longue, mais je pense que plutôt que je vous raconte ce que c'est, elle est très très explicite. Et pour ceux qui ont décidé ou qui vont décider de faire du marketing, je pense qu'elle va vous intéresser. C'est l'autre. C'est celle-là, s'il y a du son. How the Coca-Cola Company will evolve its approach to the creative agenda on its key brands. We will move from creative excellence to content excellence. Chapter 1. How does content excellence approach liquid and linked content development?
The purpose of content excellence is to create ideas so contagious they cannot be controlled. We call this liquid. And these ideas are so innately relevant to our business objectives, our brands and consumer interests, we call this linked. And through the stories we tell, we will provoke conversations and earn a disproportionate share of popular culture. The conversation model we have developed begins with brand stories. These brand stories create liquid and linked ideas. These liquid and linked ideas provoke conversations. Then we need to act and react to those conversations 365 days a year. Chapter 2. The Case for Change. So what is the case for change? We have three key drivers. First, we intend to double the size of our business. That's a lot of incremental servings. The second, we've observed a distribution of creativity. No one now has the smarts and ideas, and in fact, consumer-generated stories outnumber Coca-Cola Company-generated stories on most of our brands. And we must fuel both of these truths. The third is the distribution of technology. We now have greater connectivity and consumer empowerment than ever before. This has driven an on-demand culture where consumers can turn their demands on 24 hours a day. The good news is that technology can enable brilliant creativity. We can develop ideas where we cannot separate the message from technology. Let's take a look at Twelpforce or Tipex. We can leverage existing consumer behaviours as IKEA have done on Facebook. And we can develop deeper emotional connections through our storytelling, as the Golf GT mobile iPhone app has done. But we must integrate technologists into the core creative team, and we must develop direct relationships with technology companies. Chapter 3. The Evolution of Storytelling. With this in mind, we need to focus on the evolution of storytelling. We need to move from one-way storytelling to dynamic storytelling. What is the definition of dynamic storytelling? Well, it's the development of incremental elements of a brand idea that get dispersed systematically across multiple channels of conversation for the purposes of creating a unified and coordinated brand experience. The role of content excellence is to behave like a ruthless editor, otherwise we'll risk just creating noise. Therefore, we need to build system-wide capabilities in dynamic storytelling. We have identified 5 key capability areas. The first is serial storytelling. The second is multifaceted storytelling. The third is spreadable storytelling. The fourth is immersion and discovery storytelling. And the fifth is engagement through storytelling. We must remember that storytelling is at the heart of all families, communities and cultures, and it's something that the Coca-Cola Company has excelled at for 125 years. Chapter 4. Baking Live Positively into our storytelling plans. So where do our stories start? The BVA is the blueprint for each brand. We've successfully integrated cultural leadership and cultural tensions into each of the BVAs. Je vais l'arrêter là parce que vous avez compris. Et puis vous pouvez aller voir, il y a la fin et puis il y a la deuxième partie. Mais en tout cas, vous voyez bien, ce que je voulais vous montrer à travers ça, c'est ça évolue très très vite. Le métier de marketing, il change terriblement, lié bien évidemment au développement des nouvelles technologies. Et pourquoi il change? Parce que ça change complètement la relation aux marques et ça change pour nous la relation à nos cibles et à nos consommateurs. Alors il y a un autre sujet, puisqu'on est sur imagination, on est sur création, créativité, bien évidemment c'est l'innovation. Je l'avais un petit peu mentionné mardi. Ce que je voulais partager avec vous sur l'innovation, c'est dans des économies aussi développées que les nôtres en Europe, c'est très compliqué de faire l'innovation.
Réfléchissez, si je vous demande quelles sont les nouvelles boissons pour vous depuis 5 ans. Bon, aucune? Innocent, absolument. Fantastyle, waouh, c'est un fantasambule. Vous n'avez pas mentionné Red Bull? Ah, si, il y en a un qui a mentionné Red Bull. Très bien. Mais en tout cas, vous avez bien compris, il n'y en a pas beaucoup. Et par contre, si je vous disais toutes celles qui se sont lancées et qui sont ressorties, je peux vous assurer qu'il y a une longue liste. Une très longue liste, et d'ailleurs, nous, on en a une dont on a appris, mais je vous en parlerai. Ce qui est intéressant, c'est qu'en fait, aujourd'hui, pour faire de l'innovation, il faut dépasser la simple innovation produit. Juste inventer un produit, ça suffit rarement. On a un exemple chez nous qui vraiment est ancré dans le produit, c'est Coca-Cola Zéro. Quand on a lancé Coca-Cola Zéro, c'est vrai que c'est un produit. Quelle est l'innovation produit? C'est qu'en fait, on a réussi, par l'évolution de la science, j'ai envie de dire, à faire un Coca-Cola sans sucre dont le goût se rapproche, comme jamais on avait su le faire, du Coca-Cola classique original. Voilà, donc on avait une vraie innovation produit, on avait une vraie innovation de goût, et néanmoins, il a fallu mettre beaucoup de créativité et d'imagination pour réussir à imposer cette nouvelle proposition, à la faire comprendre, et puis surtout à faire en sorte qu'elle ne vienne pas juste en substitution de produits qui existaient déjà, comme le Coca-Cola Light ou le Coca-Cola classique. Le nombre de personnes qui m'ont demandé, quand on a lancé Coca-Cola Zéro, vous n'avez pas peur de tuer Coca-Cola ou vous n'avez pas peur de tuer Coca-Cola Light, c'est absolument incroyable. Il a fallu qu'on explique au moins 50 fois que non, on avait identifié qu'il y avait des gens qui voulaient du sans sucre, qui aujourd'hui n'étaient pas satisfaits avec les goûts qu'ils avaient, et que donc il y avait de la place pour un troisième Coca-Cola, en plus de Coca-Cola classique et de Coca-Cola Light. Donc de temps en temps, il faut prendre des risques, de temps en temps, il faut être audacieux, à partir du moment où on a une vraie proposition. Ce qui est intéressant, les deux autres, ce que vous avez sur l'écran, vous avez à droite Glasso Vitamin Water. Glasso Vitamin Water, c'est un produit que nous avons été chercher aux États-Unis, qui est un énorme succès aux États-Unis. Et on a décidé de le lancer en France parce qu'on était convaincus qu'il y avait une place pour ce type de boisson qui est une forme d'hydratation un petit peu plaisir. Le seul point, c'est que c'est toujours le truc, est-ce qu'il y a un trou dans le marché ou est-ce qu'il y a un marché dans le trou? Mais c'est une vraie réalité. Et on était convaincus que si on lançait ça comme on lançait Coca-Cola Zéro, on se planterait. Et donc, on l'a lancé complètement différemment. Je vais vous expliquer comment. Et ça a fait complètement changer l'entreprise dans son mode de réflexion sur l'innovation. Et on a poussé un étage plus loin depuis l'année dernière, où on a lancé tous les produits que vous voyez là. On est en train de les lancer. Il y en a un qui est Beautific, que nous venons de lancer avec Sanofi, et qui sont des produits, c'est des vraies innovations de rupture. Mais c'est évident qu'il ne suffit pas de les mettre sur le marché puis de dire au consommateur, voilà une nouvelle proposition. Ok, le consommateur, il va essayer une fois, mais il ne va pas y revenir parce qu'il va racheter son Coca-Cola, il va racheter son eau minérale, il va racheter ses produits traditionnels. Donc, comment on fait? Comment on met de l'imagination? Comment on met de la créativité dans les business models pour pouvoir lancer de l'innovation de rupture? Alors, Coca-Cola Zéro, je veux quand même y revenir parce que c'est un lancement pour nous absolument incroyable qui nous a fait faire un pas en avant spectaculaire dans la manière dont on travaille. Pourquoi? Parce qu'on a lancé Coca-Cola Zéro avec un modèle en 3 phases. Normalement, quand on lançait une marque, on la distribuait et puis au bout de 3 semaines, on mettait le paquet en médias. Donc on arrivait avec la télé, l'affichage et on inondait le monde. On a décidé sur Coca-Cola Zéro de faire complètement différemment. On a décidé de commencer par du buzz. Et donc, on n'a absolument pas fait de communication pendant toute la première phase de lancement. On a créé un teasing absolument incroyable. Et en prenant cette stratégie, on a réussi à entraîner avec nous tous nos partenaires distributeurs. C'est-à-dire que pour eux, notamment les Carrefour, les McDonald's, toutes les chaînes de restauration, on leur a donné une occasion incroyable de s'emparer d'un événement qui était
je vous fais du teasing dans mon magasin pour vous dire que quelque chose va arriver, qui est le goût de Coca-Cola sans sucre. Donc le fait d'avoir fait comme ça un modèle en disant on ne va pas le révéler tout de suite, mais aidez-nous à créer un énorme buzz, et nous on va le faire via Internet, via le digital, aidez-nous. Ils sont rentrés et en fait ils ont été nos meilleurs partenaires pour lancer le produit. Et ce buzz, on l'a créé d'une manière assez incroyable. Le plus beau résultat, et on ne l'a jamais refait, on a réussi à créer 45% de notoriété de marque, on n'a pas investi un centime en médias. Avant d'avoir investi un centime en médias, on avait créé 45% de notoriété. Donc ça ne nous est jamais arrivé depuis. Pourquoi ? Parce que les gens arrivaient dans des points de vente et puis on leur parlait, ils savaient que ça allait arriver. On a eu des partenariats avec les magasins vidéo Futur, Game. Donc, ils avaient repeint leur boutique sur le teasing de le goût de Coca-Cola sans sucre. C'est possible. Et personne ne savait. Voilà. Donc, c'est pour vous dire qu'on peut inventer des nouveaux modèles, mettre de la créativité, mettre de l'imagination dans les modèles de lancement et pas seulement dans un produit. C'est ce qu'on a appelé, je pense que ce n'est pas une nouveauté, ça, j'espère que vous le connaissez. Aujourd'hui, en termes de médias, il y a le fameux own media, earned media, paid media, et puis nous, chez Coca-Cola, on a rajouté shared media. C'est-à-dire aujourd'hui, avant, traditionnellement, on payait les médias, donc on achetait des campagnes de pub, de la télé, de la radio, etc. Et puis, on s'est dit, mais finalement, on a, nous aussi, des supports, on a des choses qui nous appartiennent, qui sont des fantastiques médias. Chez nous, chez Coca-Cola, le packaging est le premier média, parce que c'est le premier élément avec lequel les gens sont en contact. Donc aujourd'hui, on utilise notre packaging comme un des meilleurs médias et des médias les plus importants sur nos opérations. Et puis après, on s'est dit, mais une fois qu'on a un bon contenu, on va récupérer du média parce que les gens vont s'emparer de notre contenu, ils vont le diffuser, et donc ça, c'est du média qu'on gagne alors qu'on n'a pas payé un centime. Et puis le shared media, c'est ce que je vous ai expliqué, c'est de dire, mais finalement, en apportant du contenu, on peut profiter de la force de nos partenaires, notamment nos partenaires dans la distribution. Alors Coca-Cola Zéro, juste pour vous l'illustrer, on a fait, j'espère que vous l'avez vu, on s'est associé au lancement de Skyfall en fin d'année dernière et on a appliqué ce modèle de manière assez simple. Donc voilà, hein, on a utilisé nos packs, on a quand même fait une campagne télé, on a utilisé un partenariat avec la semaine du gaming, on a utilisé un partenariat avec les cinémas puisqu'on est présent dans les cinémas. Et eux, ils étaient trop contents, on leur a amené un contenu de rêve et donc ils l'ont vraiment mis en avant, ils l'ont amplifié. Et puis, on a, sur l'idée de révéler l'idée du partenariat, comme tout à l'heure sur les Jeux Olympiques, c'était révéler le 007 qui est en vous. Eh bien, on l'a fait vivre au Conso. On a organisé une expérience en réel de révéler, soyez un 007, et on a fait une vidéo virale. Cette vidéo virale, c'est un des plus gros succès sur le digital, elle a été vue 10 millions de fois. Donc, en faisant un petit film, en le mettant... en faisant vivre cette expérience, en la filmant, on a généré 10 millions de contacts autour de ça. Donc, je vais vous la montrer. Peut-être que vous l'avez vue pour voir un petit peu quel type de contenu peut comme ça amplifier à un moment une opération de marque. Je n'ai pas la main heureuse. Je ne sais pas, je pense que ce n'est pas vous. Je pense que c'est lui qui a fatigué. Pourtant, il est là, oui. Bon. Si j'ai tout bloqué. Bon. C'est ça en fait, je crois qu'il va planter. Sinon, c'est pas la journée. Je suis vraiment navrée. Bon.
Pendant que la technique marche, je vais continuer parce que je ne voudrais pas vous tenir trop longtemps, mais on pourrait parler pendant des heures. Avant d'avoir lancé Coca-Cola Zéro, en fait, on a lancé un produit qui a été un échec. Any idea? Quel était ce produit? Coca Vanille, non. Coca-Cola Cherry, non, c'est un énorme succès. Coca-Cola Black, bravo. Ah, on peut lancer la vidéo. Alors, je vous laisse... Ah non, c'est une autre. C'est pas celle-là. Ouais, c'est celle-là. Voilà, donc ça c'était... On peut revenir à la présentation? Donc voilà, c'est extraordinaire, hein, c'est un film qui a été tourné dans une gare, en l'occurrence en Angleterre, et on l'a utilisé partout dans le monde. Donc quand on parle de mondialisation, quels sont les intérêts et le développement des nouvelles technologies, pour nous, ce sont des opportunités absolument extraordinaires. Alors pour revenir à l'innovation, on parlait de Coca-Cola Black. Coca-Cola Black, ça a été malheureusement en effet un échec, et pourtant Dieu sait que j'aimais ce produit. Mais on l'a lancé comme un Coca-Cola, c'est-à-dire on l'a lancé de manière massive, on l'a mis partout. Il y avait des colonnes de Coca-Cola Black en entrée de Carrefour et compagnie. Et qu'est-ce qui s'est passé? Il s'est passé que Coca-Cola Black, c'est un goût particulier et c'est très ciblé. Donc d'abord, les jeunes détestaient, mais ça on le savait de nos tests, et c'était un goût adulte. Mais sauf que quand on arrive dans un Carrefour, c'est pas écrit que pour les adultes. Et donc, on s'est trompé parce qu'on l'a lancé de manière massive. Et du coup, on a généré au moins 50% de déception. Donc, on a commencé à générer un bruit extrêmement négatif parce que plein de gens disaient « c'est pas bon ». Ben oui, bien sûr, parce qu'on le sait qu'il y en a qui trouvent ça pas bon. Et ceux-là, ils peuvent continuer à boire un Coca-Cola classique ou un Coca-Cola light, ça nous va très bien. Donc, en fait, on s'est trompé non pas sur le produit, non pas sur l'inside consommateur, on s'est complètement trompé dans la manière dont on l'a lancé et dans le business model qu'on a mis en place derrière. Voilà, donc ça nous a fait beaucoup réfléchir en se disant, il y a soit des innovations qui s'adressent à une cible très large et on peut les lancer, et c'est ce qu'on a fait sur Coca-Cola Zéro, et ça marche, mais celles-là, elles sont rares. Et puis, il y a des innovations qui méritent un lancement complètement différent parce qu'il faut expliquer, il ne faut pas se tromper de cible, il faut donc être beaucoup plus précis dans le ciblage, et puis il faut expliquer ce que c'est.
Donc, fort de ces enseignements, on a décidé de lancer Glasso. Et en apprenant de Coca-Cola Black, on a lancé, et alors là, on n'avait jamais fait ça dans l'entreprise, on a mis comme une start-up à l'intérieur de l'entreprise, c'est-à-dire on a détaché 2 personnes et on leur a dit, vous reportez à un board, donc ils sont sortis de toutes les routines, de toute l'organisation traditionnelle, et on leur a dit, allez-y, c'est votre marque, vous la lancez. Vous la lancez de manière ciblée, vous êtes les porte-parole, donc vous êtes Monsieur Glasso et Madame Glasso, et vous vous débrouillez, et vous vivez, vous dormez, vous pensez Glasso, et puis une fois par mois, vous venez nous reporter, faire un reporting au board pour nous expliquer où vous en êtes. Et ça a été extraordinaire, puisque c'est très rigolo, on a lancé, ces 2 personnes ont lancé Glasso avec 5 vendeurs dédiés sur Paris, on l'a lancé uniquement sur Paris. Et en fait, ça a été très très long avant que des gens nous disent « mais c'est Coca-Cola, Glasso ?» Parce que c'était ces 2 personnes, c'était Monsieur Glasso et Madame Glasso. Voilà. Et aujourd'hui encore, tout le monde ne sait pas que Glasso, c'est Coca-Cola. Et on a, nous, fait des progrès extraordinaires. On a mis en place des partenariats d'innovation avec des distributeurs comme Monoprix, avec des chaînes de hors foyer, qui tout à coup ont eu un lien direct, ils nous ont aidés, ils nous disent ce qui va pas, ce qu'il faut changer. C'est un mode complètement différent de modèle et ça marche très bien. Donc ça, c'est vraiment intéressant. On n'a pas mis de médias, on a fait une marque avec des people. On a été, je crois, les premiers à faire un espace dédié. On a loué dans Paris, on a loué dans Paris un espace vers les Halles et on a invité absolument tous les people de la Terre, tous les VIP qui pouvaient organiser des soirées. On a pris des photos, on a fait marcher le buzz et aujourd'hui encore, c'est une marque qui marche par le buzz, qui est présente à Cannes, qui est présente sur tous les défilés de mode, etc. Donc on est en train de réussir quelque chose d'absolument incroyable et qui nous a fait beaucoup, beaucoup apprendre et qu'on essaye de mettre aussi en application sur d'autres marques. Voilà. Et puis on pousse encore un peu plus loin avec un modèle d'incubateur. Donc là aussi, c'est des gens qui sont sortis de l'organisation, ils sont à côté, et eux, ils doivent aller. C'est des produits, on ne sait pas très bien si ça va marcher, si ça ne va pas marcher. Donc on les a lancés avec 1 ou 2 distributeurs, et puis on apprend. Donc on s'est donné 10 ans pour se dire on va apprendre, on va changer. Donc on a changé le packaging de Tumult parce qu'on nous a dit non, c'est pas tout à fait celui-là qu'il faut, il faut une canette, d'accord, mais on va faire une canette. Donc voilà, il y a plein de manières d'innover dans une entreprise, il y a plein de manières de faire preuve de créativité et on en a besoin. Je crois que je vais passer le reste. Je crois que vous aviez déjà, enfin vous n'étiez pas vous, mais sachez que évidemment les évolutions des nouvelles technologies, elles ont un impact majeur sur la distribution. On n'achète plus les produits de la même manière, c'est pas vous que je vais le dire, mais jusqu'à présent, c'était pas l'alimentaire, maintenant c'est l'alimentaire. Vous connaissez ça, c'est le mur, c'est parti du Japon, c'est allé en Angleterre, maintenant c'est en France. Gare du Nord, Carrefour a lancé un mur, vous scannez le produit, vous le commandez et vous allez le chercher le soir. Ça pose encore plein de problèmes parce que commander son produit et aller le chercher le soir, ça va pas du tout. Moi, je veux commander mon produit et je veux qu'il arrive directement chez moi. Donc, il y a encore plein de choses à inventer. Mais pareil, dans 5 ans, dans 10 ans, on ne vendra plus nos produits de la même manière. En tout cas, il y aura des multiples formes de commerce et ça va à une vitesse absolument affolante. Donc, nous, je peux vous dire que derrière, dans l'entreprise, on pédale très, très vite. Parce qu'on n'a pas toujours les capabilities, donc c'est d'autres gens, donc il faut recruter d'autres gens. Ça change notre organisation, c'est-à-dire que là où on avait 10 personnes qui faisaient des circuits traditionnels, on n'a pas besoin d'en laisser 10, donc on en enlève 2 et puis on les met sur le drive, sur le e-commerce, etc. Voilà, donc on change, c'est absolument incroyable de voir les bouleversements que ça apporte dans une entreprise. Et ça, c'est pas en 10 ans, c'est en 2 ans. Notre organisation là-dessus, il y a 2 ans, ce qu'elle est aujourd'hui et ce qu'elle sera dans 2 ans, ça va à une vitesse. Et ceux qui gagneront, c'est ceux qui vont vite. Voilà. Et puis, cette influence, la F-influence, vous la savez bien, Facebook, fan, etc. C'est ce que je vous disais, je ne vais pas y passer trop de temps parce qu'on pourrait refaire un autre exposé là-dessus. Ce qui est extrêmement important, c'est qu'aujourd'hui, tout est imbriqué. Tout est imbriqué puisque ce qu'attendent les consommateurs, ils ont un avis sur tout, ils ont un avis sur le produit, ils ont un avis sur la société, ils ont un avis sur la catégorie. Et en fait, on a besoin, nous, de gérer tout ça en même temps. Surtout quand on s'appelle Coca-Cola et que le produit
et l'entreprise portent les mêmes noms et qu'on ait le nom de la catégorie. Parce que quand on dit les sodas, on dit Coca-Cola. Voilà, donc ça, là aussi, c'est un des plus gros bouleversements que nous avons aujourd'hui et qui nécessite qu'on se réinvente, qu'on réinvente notre modèle, qu'on réinvente notre organisation. C'est comment on met nos ressources et on travaille tout ça à la fois. Et aujourd'hui, il n'y a plus le marketing, la communication externe, le commercial. Tout le monde travaille en même temps parce que tout interagit. Et notamment parce que tout le monde est sur les nouvelles technologies et sur le social et le digital. Donc c'était intéressant dans les groupes. Une des choses qui m'a marqué, c'est ceux qui ont justement pris cette dimension de dire on a un rôle sociétal. Et ce rôle sociétal, il est majeur et il interagit dans le business model directement de l'entreprise. Je ne vais pas vous présenter ça. Et je vais finir sur ce qui me tient à cœur, je vous l'ai dit l'autre jour. Il y a les produits, il y a la manière dont on fait le marketing, il y a les liens aux consommateurs, il y a l'innovation dans les business models, il y a l'innovation dans les formes de commerce, et il y a évidemment l'innovation dans les organisations. Et là, maintenant, vous connaissez mon credo, c'est vous qui allez faire l'organisation de 2020 et de 2030, c'est vous qui allez arriver dans les entreprises, c'est à vous de les réinventer. Les nouvelles technologies, c'est votre domaine. Vos attentes de mondialisation, votre capacité à être connecté, votre capacité à être citoyen du monde, ça va révolutionner les entreprises. Votre capacité à être intégrateur de toutes les dimensions de la vie et de l'entreprise, c'est évident que ça va faire bouger les entreprises sur le mode de la flexibilité, sur le mode de l'international et sur le mode je dirais, sur le mode du management et de la manière. On ne manage pas de la même manière une organisation qui fonctionne en partie en virtuel. Voilà, et je vous donne un exemple. Il y a 5 ans, 10 ans, on n'aurait jamais imaginé qu'on pouvait faire du télétravail. Aujourd'hui, une entreprise qui ne fait pas du télétravail commence à être en retard. Donc, je ne sais même pas imaginer ce que ce sera en 2020, l'entreprise et le mode de management. Mais en tout cas, je trouve ça absolument fascinant. Et comme je vous le disais, j'ai réuni les jeunes que j'appelle Génération Y, et je leur ai dit, j'aimerais que vous me disiez ce que vous attendez et ce que vous voulez que soit Coca-Cola dans 10 ans. Voilà, donc ils bossent, ils réfléchissent. Ils étaient un peu surpris. Mais ils réfléchissent et ça c'est vraiment fascinant. Donc vous avez des groupes, je finirai là-dessus, vous avez un groupe qui sont les Young Global Shapers, qui sont un groupe de jeunes qui participent au forum de Davos depuis 2 ans et qui sont là justement parce que les gens du forum de Davos sont très très intelligents, ils réfléchissent loin et ils ont dit il faut qu'on écoute ces gens-là parce que c'est eux qui vont nous dire ce que ce sera en 2020 et en 2030. Donc prenez la parole, soyez créatifs, soyez imaginatifs et continuez à regarder le monde. Merci beaucoup Véronique de ce témoignage, de ces explications, illustrations. Vous avez évidemment été le témoin aussi de nos difficultés techniques dans tous les sens, peut-être que plus ce serait difficile de faire en termes de difficultés, y compris dans l'annonce des résultats que certainement sont apparus à un moment donné. Et toutefois, Véronique, qui peut-être les a déjà un peu montrés, peut les donner évidemment sur les vainqueurs. Et le groupe vainqueur va évidemment nous rejoindre sur scène. Je ne vais pas annoncer le vainqueur. Très bien, très bien. Je vais vous dire qui ne sont pas les vainqueurs. Attendez, excusez-moi, je reprends mes notes. Je vais le faire dans le désordre, parce que sinon, si je fais dans l'ordre, vous allez deviner. Donc, n'a pas gagné, malgré son talent de poésie, le groupe Bye Bye England. Je parle de poésie parce que ce que j'ai retenu, c'est qu'il y a de la poésie dans la jeunesse. Merci pour ce que vous avez écrit et ce que vous avez fait. N'a pas gagné le groupe qui pourtant a une ambition forte, une belle idée, qui veut contribuer à soulever les problèmes d'insécurité et de violence en Afrique du Sud.
Ostrich Pilot, vous m'avez beaucoup impressionné parce que vous êtes parti d'un vrai sujet. Je pense que vous auriez pu aller même creuser encore plus loin dans une tendance très forte qui est faire face à la crise économique et faire face aux problèmes d'éducation dans ces pays. Vous avez touché ces sujets-là dans votre présentation. Je ne sais pas où vous êtes, donc je regarde la salle partout. Mais en tout cas, vous avez eu le modèle d'entrepreneuriat social. Bravo, bravo, parce que dans ces pays-là, c'est le vrai modèle d'avenir. Donc, vous avez mis beaucoup d'éléments extrêmement justes dans votre projet. Gardez ça et gardez cette créativité. N'a pas gagné le groupe 51. Pourtant, la solitude au Japon, le problème de la population âgée, vous avez touché du doigt une tendance majeure, on en a parlé l'autre jour, le vieillissement de la population qui entraîne ces problèmes énormes de solitude dans tous les pays du monde, y compris en France. Ce que vous avez imaginé, vous devriez aller voir Microsoft, parce qu'ils ont déjà avancé très, 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 très vite là-dessus. Je pense que continuez à faire marcher votre créativité, vous pouvez aller plus loin en termes de créativité et vous pouvez aller plus loin en termes de réfléchir, les gouvernements, les ONG, les entreprises. C'est quoi un système un peu plus large que celui juste d'une création technologique? N'a pas gagné, je suis complètement perdue, donc je continue, je vais juste faire attention de ne pas dire une bêtise, le groupe 83. Là, il y a une chose, bravo, parce que vous êtes quasiment les seuls qui êtes partis justement de cette approche qu'on appelle chez nous multi-stakeholders. C'est-à-dire, vous avez dit, on a été nommé par le gouvernement, puis vous avez dit que vous alliez vous appuyer, vous alliez réinvestir dans du tourisme solidaire. Donc, on sent que votre projet, c'était quelque chose qui allait entraîner absolument tout le pays, en passant par le gouvernement, les entreprises, les citoyens. Ça, c'est les modèles de demain. Et je trouve que vous l'avez remarquablement bien mis en avant dans votre projet. Vous avez probablement le projet qui est le plus un écosystème à lui tout seul. Vous êtes parti d'un début, vous arrivez à une fin et vous repartez par du tourisme solidaire. Donc, bravo pour ça. Et puis, moi, j'ai aimé l'humour, même s'il est peut-être un peu noir, sur l'hostage trek. Je ne sais pas si ça existera demain, ce serait mieux que les otages pour de vrai. En tout cas, vous avez mis de l'humour, bravo pour ça, ça marche toujours et c'est important dans la vie. Une fois que j'ai dit tout ça, j'ai l'impression qu'il n'en reste plus qu'un. Il n'en reste plus qu'un, donc un grand bravo au groupe 72.